Bonjour, est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? Oui, Ah, elle est belle. Donc, tout le monde est là. On peut commencer. Donc, aujourd'hui, on va voir une science des révisions. C'est-à-dire que vous avez demandé de faire une révision concernant les cours qu'on a vus en visioconférence sur la pharmacovigilance et les essais cliniques. Donc, allez-y. Qu'est-ce que vous avez comme question concernant ces cours? Quelles sont les difficultés que vous avez eues et concernant les notions inculquées? Vous pouvez poser des questions par écrit ou bien par le son est faible. Je sais pas. Maintenant, le son, ça va? Normal, ok. Donc, vous arrivez à entendre maintenant. Donc, je vais me répéter. Donc, on va avoir une science de révision. Le tableau des imputabilités. Qu'est-ce qu'il a, le tableau des... Vous voulez qu'on revoie le... Critères chronologiques. Score, c'est mieux. D'accord. Encore? Allez-y. Balancez toutes vos questions, comme ça on fera un revue général. Donc on a le imputabilité, les critères sémiologiques, les scores, tolérance présystémique, l'équivalence, c'est pas le sujet de cours. On a les cours qu'on va réviser, c'est les essais cliniques et la pharmacovigilance. Que ce soit bien clair. C'est bon? Est-ce que vous avez essais cliniques? Qu'est-ce qu'il y a au niveau des essais cliniques? Allez, qu'est-ce que vous avez comme question dans le cours des essais cliniques? Études corps. C'est vague. C'est quoi les histoires? Qu'est-ce que vous avez comme problème? On va commencer avec le pharmacovigilance. Que vous arrivez à voir. Ça va? L'imputabilité. D'accord.
On va commencer avec l'imputabilité. Déjà, par définition, l'imputabilité, c'est quoi? C'est la probabilité qu'il existe une relation cause à effet entre l'administration médicamenteuse et l'effet indésirable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, on va chercher s'il y a une relation entre l'administration du médicament, le traitement, et l'apparition d'un effet indésirable. On va voir si vraiment notre médicament, le médicament suspecté est vraiment la cause de cet effet indésirable. Ça, c'est par définition. Cette imputabilité, elle est étudiée de deux manières. Il y a ce qu'on appelle l'imputabilité intrinsèque et l'imputabilité extrinsèque. L'imputabilité intrinsèque, elle repose sur des critères chronologiques et évolutifs et les critères sémiologiques. Alors que l'imputabilité intrinsèque, c'est une cotation. C'est une cotation, on va chercher dans la bibliographie mondiale parce que le médicament, on ne connaît pas son administration, on a un manque d'informations dans notre pays. Donc, on va chercher ce qui est déclaré dans les autres pays. On va faire lui attribuer un score et à partir de ce score, on va voir cette imputabilité extrinsèque. C'est simple. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est l'imputabilité intrinsèque. C'est le médicament. Sur la chaîne YouTube, on a arrêté parce que le recteur a demandé de ne plus mettre des cours sur la chaîne YouTube. Il y avait un problème avec Enfin, maintenant, on va continuer avec l'imputabilité intrinsèque. On a parlé de deux types de critères, chronologiques et évolutifs. Et les critères incluent dans quoi le cours de mécanisme d'action? Soyez clair dans les questions. Donc, les critères chronologiques, il y a trois critères. Il y a le délai d'apparition, l'évolution de la réaction à l'arrêt du traitement et la réadministration. Le délai d'apparition, c'est quoi? C'est-à-dire la survenue de l'effet indésirable. C'est-à-dire l'effet indésirable qu'on a observé est apparu très rapidement après l'administration du médicament. Ça laisse penser à un délai très suggestif. Si le délai est insuffisant pour que l'événement apparaisse, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si l'effet indésirable apparaisse avant l'administration du médicament. Ça, on va dire que le délai est incompatible. C'est clair? Autre cas, c'est pardon. Si l'effet indésirable apparaît, par exemple, 1 heure ou 2 heures après l'administration du médicament. Maintenant, arrivons au tableau. Le problème, c'est le tableau. Je suis en train de faire l'imputabilité. L'imputabilité, c'est la relation entre l'effet indésirable, je répète, et l'effet indésirable. Non incompatible, c'est-à-dire que l'effet indésirable apparaisse. Le délai incompatible, ça veut dire que l'effet indésirable apparaisse, par exemple, ou apparaît plutôt, l'effet indésirable apparaît avant l'administration du médicament. Peut-être qu'il est dû à autre chose. Il n'est pas notre médicament. Nous, on cherche, on enquête sur un seul médicament. C'est ça la relation c'est-à-dire l'implication de ce médicament dans l'apparition de cet effet indésirable.
très rapide, c'est très suggestif. Incompatible, l'apparition ne concorde pas ou ne suffit pas pour incriminer le médicament. Compatible, c'est autre chose, c'est-à-dire le délai est plus ou moins lent, c'est-à-dire il apparaît après l'administration du médicament, mais un délai de 2 heures, 3 heures, je ne sais pas. C'est pas, il n'y a pas une règle générale. Maintenant, il ne faut pas se précipiter. On reste sur incompatible, délai incompatible. Zéro imputabilité, ça c'est autre chose. On va voir sur le tableau. Sur le tableau, vous voyez, il y a l'administration du médicament, le délai d'apparition, c'est-à-dire, il y a l'administration, la réadministration du médicament, il y a l'évolution. 3 critères. Le premier critère, on a vu, c'est le délai. On a dit que le médicament, l'effet indésirable apparaît très rapidement, c'est-à-dire dans les 5 minutes suite à un choc anaphylactique, par exemple. On va penser à un délai très suggestif. Soit un délai compatible, soit un délai incompatible. Il y a 3 colonnes, 3 cas de figure pour l'apparition de l'événement, de l'effet indésirable. Pour la réadministration, plutôt pour l'évolution, deuxième critère, on va voir l'évolution. Pour l'évolution, il y a 3 cas de figure. Il y a une évolution suggestive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la régression de l'événement coïncide avec l'arrêt du traitement. C'est-à-dire, on remarque que dès qu'on arrête le médicament, l'effet indésirable disparaît. C'est clair? Ça, c'est évolution suggestive. Évolution non concluante. Pour l'évolution non concluante, la régression paraît au contraire plus spontanée ou provoquée par un traitement symptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si par exemple notre médicament provoque par exemple de la fièvre et des maux de tête, et le patient prenne du doliprane ou bien un antipyrétique qui va corriger ces symptômes. Ici, on va dire que l'évolution elle est non concluante. C'est clair? C'est-à-dire que les symptômes ont été traités par un autre médicament. On ne peut pas savoir, même si on arrête le médicament, si les effets indésirables disparaissent ou non. Parce que le patient, il a pris un traitement symptomatique. Évolution non suggestive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est le cas où l'arrêt de ce traitement, c'est-à-dire soupçonné, ne provoque pas la disparition de l'effet indésirable. Par exemple, si on arrête de prendre ce médicament X, on va arrêter et toujours il y a de la fièvre et des maux de tête ou bien des diarrhées. C'est clair? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Évolution suggestive. Si on arrête le traitement, les effets indésirables disparaissent. C'est clair et net. Deuxièmement, si on prend un traitement correctif pour soulager ces symptômes, on va dire que c'est une évolution non concluante. Non concluante. Parce qu'on a pris un traitement symptomatique. On ne peut pas savoir, même si on arrête le traitement, on a déjà pris un traitement correctif, c'est-à-dire symptomatique. Il y a de la fièvre et des maux de tête, on a pris du doliprane. Donc, même si on arrête le traitement, la disparition n'est pas due à l'arrêt du traitement. Elle est due à la prise du traitement symptomatique. Évolution non suggestive, ça veut dire, même si on arrête le traitement, c'est un autre cas, si on arrête le traitement, les symptômes persistent. Il y a toujours, par exemple, de la fièvre et des maux de tête.
C'est clair. Disparition de l'effet indésirable suite à l'arrêt du traitement subjectif. La non-disparition, l'effet indésirable ne disparaît pas, persiste, il reste. C'est non subjectif. Si on prend, par exemple, un traitement correctif symptomatique, un antipyrétique ou un traitement qui va soulager le symptôme qu'on, sur lequel on enquête, on ne peut pas savoir si l'évolution est subjective ou non subjective. On est dans le cas de non concluante. C'est clair? Trois lignes, trois cas de figure. Pour la réadministration, la chronologie plausible, on va y arriver. La réadministration du médicament. Pour la réadministration du médicament, on a trois cas. Si la réadministration de ce médicament provoque l'apparition de cet effet indésirable, on a la réapparition de ces effets indésirables, on est dans un R+. Si la réadministration, concentrez-vous, si la réadministration de ce traitement ne provoque pas la réapparition des effets indésirables, on est dans R-. Si on ne peut pas enquêter ou bien on ne peut pas réadministrer le médicament pour voir les effets indésirables, on est dans le cas R0. Parfois, par exemple, pour un anticancéreux, on ne peut pas s'amuser de réadministrer un anticancéreux à un patient, un autre patient. Ça, on ne peut pas le réadministrer, on est dans le cas R0. Donc, après, on a vu les trois critères. C'est la fois que je répète pour la non-concluante. Évolution non concluante. Vous avez un traitement. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas, un antihypertenseur. Et par exemple, il provoque chez vous des effets indésirables, des diarrhées par exemple, et des coliques gastriques. OK? Les coliques, dès l'apparition des diarrhées, vous prenez, c'est-à-dire un traitement correctif qui va corriger cette diarrhée. Et vous prenez par exemple, je ne sais pas, un médicament qui va soulager les douleurs gastriques. Suite à l'apparition de ces effets indésirables. D'accord? Donc, lors de l'enquête, on va chercher chez le patient une pollution de l'effet indésirable. Si elle est subjective ou non. On va voir que le patient a pris un traitement symptomatique qui a corrigé ces effets indésirables. On ne peut pas, c'est-à-dire se prononcer sur l'évolution parce qu'il a déjà pris un traitement qui va empêcher, c'est-à-dire de voir si l'évolution elle est en faveur ou non de la prise du médicament, à l'arrêt du médicament. C'est pour cela on va dire que c'est une évolution non concluante. Il y a un autre facteur qui s'est imposé, qui va nous empêcher de dire, c'est-à-dire de se prononcer. Ça, c'est un cas, le cas de l'évolution non concluante. Le R0 pour la réadministration, c'est le cas où la réadministration du médicament n'est pas possible, tout court. On ne peut pas réadministrer le médicament. Si la réadministration s'accompagne avec l'apparition de l'effet indésirable, la réapparition, c'est un R0, un R+. Si la réadministration du médicament ne s'accompagne pas de l'apparition de l'effet indésirable, c'est un R-. Le R0, c'est lorsque la réadministration n'est pas possible. Donc, maintenant, pour le tableau, on ne peut pas le réadministrer tout court. C'est des cas de figure. Le patient est mort. Par exemple, si le patient est décédé suite à l'effet indésirable.
On ne peut pas réadministrer le médicament. Le patient est mort. Maintenant, pour un médicament X, il va provoquer, par exemple, un effet indésirable, dont le délai est très rapide, donc un délai très subjectif. On est dans cette partie du tableau. C'est clair? C'est l'administration, c'est l'évolution. On va voir, deuxième critère, on va voir l'évolution. On a vu le premier critère, c'est l'apparition. Pour le médicament X, on a dit que l'apparition était très rapide. 2 à 3 minutes après la prise du médicament. C'est une enquête. C'est comme si on fait une enquête. Donc, on est dans cette partie-là, délai très subjectif. Dans cette partie, vous voyez. Deuxième critère, on va voir l'évolution. Si l'arrêt de ce médicament X va, par exemple, vous devez savoir comment faire lire ce tableau. Pour l'évolution, si l'arrêt de ce médicament X va provoquer la disparition des effets indésirables. On est dans l'évolution, non subjective. On est dans cette ligne-là. Donc, on croise cette colonne-là avec cette ligne-là. Donc, on est dans cette partie du tableau. Ligne avec colonne, colonne avec ligne plutôt. Troisième critère qu'on va voir, c'est la réadministration. On va réadministrer le médicament à ces patients et on va voir. C'est par exemple, dans notre cas, le médicament X, il va provoquer la réapparition du indésirable. Donc, on est R+. Donc, R+, ça va être, on croise avec cette ligne-là, ça va être un C1. C'est une chronologie douteuse. C'est-à-dire, on doute de l'implication, de la chronologie, du délai. Ici, on voit que la chronologie, le délai. Est-ce que le délai est en concordance avec l'apparition de l'effet indésirable? C'est un critère par critère. Chronologie, on a vraisemblable, c'est-à-dire la chronologie, elle est vraiment en faveur d'une relation entre l'administration du médicament et l'apparition de l'effet indésirable. Plausible, il y a un degré d'implication vraisemblable, on est presque 100% que la chronologie est en faveur. Chronologie plausible, elle est moins, c'est-à-dire moins validante, c'est-à-dire la chronologie, elle est toujours en faveur de l'apparition de l'effet ou l'implication des médicaments dans l'apparition de l'effet indésirable. Chronologie douteuse, il y a ou pas, la chronologie reste douteuse. Chronologie incompatible, c'est-à-dire que la chronologie ne concorde pas avec l'apparition de l'effet indésirable. Et ça reste un critère, c'est un des critères, c'est la chronologie. Il faut savoir, c'est pas l'implication directe, c'est une chronologie. C'est comme le délai. Par exemple, votre apparition, par exemple, si on va prendre un exemple extérieur, lors d'une enquête, on va vous trouver dans une boutique où il y aura un vol. La chronologie de votre apparition euh, au niveau de la boutique, ça reste par exemple, on va l'enquêter. Si par exemple vous apparaissez toujours dans la boutique où il y aura des vols, on va dire que c'est une chronologie vraisemblable. Si par exemple vous apparaissez sur les 5 vols, on va dire que c'est une plausible. Douteuse, vous apparaissez une ou deux fois sur ces vols, sur ces lieux. Incompatibles, par exemple, vous étiez ailleurs. Ça, en chronologie incompatible. Ça, chronologie, c'est le temps où vous étiez, ou bien le médicament était où, lorsque l'effet indésirable est apparu.
il y a toujours une apparition de l'effet indésirable. On enquête sur la chronologie. Il y a toujours un effet indésirable. Maintenant, on passe aux critères. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il vous reste 15 minutes. Chronologie incompatible. Il y a toujours incompatible, c'est-à-dire que l'administration du médicament, elle n'est pas en relation chronologique avec l'apparition de l'effet indésirable. L'effet indésirable, il apparaît toujours, mais la chronologie, le temps d'apparition n'est pas en faveur de la relation cause-effet. Pour un cas clinique, vous devrez faire le tableau. Si on vous fournit les informations nécessaires, vous pouvez se situer sur le tableau et dire si la chronologie est vraisemblable, plausible, douteuse ou incompatible. On n'a pas le droit d'expérimenter des molécules inconnues sur l'être humain. Ça, c'est normalement, ça c'est les essais cliniques. Pour l'expérimentation, ça passe avant toute administration chez l'homme. Vous connaissez ce qu'on appelle la pharmacologie ou les essais précliniques. Les essais précliniques, ce sont les essais qu'on fait avant toute administration chez l'homme. On devrait, c'est-à-dire vérifier la pharmacodynamique, faire que la molécule A, c'est-à-dire elle est dotée d'effets pharmacologiques, qu'elle soit toxicologiquement euh, inerte, bien, c'est-à-dire qu'elle ne provoque pas de toxicologie, ne provoque pas de mortalité en testant la DL50. Et après, il y a ce qu'on appelle les essais qu'on fait sur l'animal, l'expérimentation animale. Il y a les essais de toxicité aiguë, subaiguë, mutagénèse et chronique. Il vous reste 15 minutes. Il faut être judicieux dans vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? On continue avec les critères sémiologiques ou bien vous passez à autre chose? Je vais vous envoyer la liste des cours inclus dans le deuxième END. C'est tous les cours que vous avez faits et qui n'étaient pas dans le premier END. Vous apprenez pas le tableau. Vous apprenez comment utiliser le tableau. Dans un cas clinique, vous devrez utiliser le tableau pour trouver le critère ou bien la chronologie, par exemple, ou la sémiologie. Comment ça se fait? Oui. Il faut savoir, il faut apprendre comment utiliser le tableau. Peut-être vous pouvez avoir une question, on vous fournit le tableau, mais on vous donne les informations, et c'est à vous, par exemple, de trouver la chronologie ou bien la sémiologie. Si elle est vraisemblable, plausible, douteuse ou incompatible, et à la fin, de croiser les deux, c'est-à-dire la chronologie avec la sémiologie pour trouver l'imputabilité. Donc, le tableau, il est simple. Chaque critère vous permet d'éliminer l'autre partie. Et vous avez un délai, c'est-à-dire vous arrivez à identifier le cas dans lequel vous êtes, vous arrivez à éliminer l'autre partie. C'est simple. Si vous avez un délai incompatible, vous êtes dans cette partie-là. Vous allez voir après, le deuxième critère, c'est l'évolution. 3 lignes, c'est-à-dire soit 6-0, 6-0, 6-0. On va voir l'évolution.
Après l'évolution, on peut pas voir on voit pas la réadministration parce qu'on est toujours dans C0. C0, c'est une chronologie incompatible. C'est une utilisation simple du tableau. Les modalités de déroulement, oh, d'accord. Il vous reste peut-être 10 minutes. On va passer, désolé. Je vous communiquerai mon adresse mail, comme ça, pour tout le monde. Et si vous avez des questions, vous m'envoyez vos questions, parce qu'on les couvre à court de temps. Ou peut-être on organisera notre séance de révision. Ça, c'est mon adresse mail. C'est pour tout le monde. Mais soyez organisés. Collectez tous vos questions et vous me les envoyez. Comme ça, on organisera une séance bien structurée. Parce que là, vous êtes tombé, c'est-à-dire dans la perte. Des questions de part et d'autre et vous n'arrivez pas à s'organiser. Donc maintenant, on passe au deuxième cours. On va voir vite fait. Je vous ai dit, pour les essais cliniques, on a les essais cliniques. Après, ce qu'on appelle, c'est les essais précliniques, c'est la pharmacologie expérimentale et la toxicologie expérimentale, pardon. Pharmacologie expérimentale, on va vérifier, identifier un effet chez un animal. Toxicologie, on doit s'assurer que le médicament présente un profil de sécurité avant toute administration chez l'homme. Si déjà le médicament est reconnu mutagène ou bien cancérigène ou bien provoque une toxicité ou bien létale chez l'animal, on va s'arrêter là. On ne va pas passer aux essais cliniques. Si les résultats sont concluants, on passe aux essais cliniques. Les essais cliniques, il y a 4 phases. الطفلة قلت لها ما تمسيش قلت لها ما تمسيش كي تفسدي هاي مسيت وفسدت هاكي قديه بسنيك ذاك. Pour les essais cliniques, on a 4 phases. Phase 1, phase 2, et phase 3, et phase 4. Phase 1, phase 2, phase 3, on les connaît. Phase 4, pour la phase 4, c'est la pharmacovigilance qu'on vient de voir. Donc, pour les essais cliniques, toujours, on va voir qui sont actifs. Maintenant, vous arrivez à m'entendre? J'espère. Donc, on va voir les phases. Phase 1, ça c'est les modalités. Comment ça se fait, comment ça se font. On a des essais ouverts, contrôlés, unicentriques, multicentriques. Ça, normalement, c'est clair. Unicentrique, une seule équipe de recherche, un seul centre. Multicentrique, plusieurs équipes de recherche, plusieurs centres. Ça, c'est des définitions très claires. D'accord? Maintenant, les acteurs.
Il y a quoi pour les acteurs? Oui, c'est quoi le problème au niveau des acteurs? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? J'ai vu tout à l'heure les essais cohortes. C'est des études d'observation prospective. C'est-à-dire après l'administration, c'est une sélection de l'exposition, sujet exposé, sujet non exposé. C'est-à-dire, c'est une étude d'observation. C'est-à-dire, on va observer le patient. C'est des sujets qui ont eu le traitement et d'autres sujets qui n'ont pas eu le traitement, par exemple. Ou bien, par exemple, un exemple, c'est l'exposition, par exemple, une enquête sur le cancer. On va voir, par exemple, l'implication du tabac dans une étude cohorte normale. Ça, c'est en sortant des essais cliniques. On va voir chez les personnes qui fument et qui ne fument pas le degré, c'est-à-dire le pourcentage d'apparition du cancer. Ça, c'est une observation. On observe seulement. Ça, c'est une étude cohorte. Pour la différence entre les différentes phases, déjà, normalement, chaque phase, vous savez, normalement, il y a des critères. Pour la phase 1, vous avez première administration. C'est la première administration chez l'homme. On l'a fait sur un petit nombre de volontaires, 10 dizaines de volontaires, 10 à 20 volontaires. Et une seule dose unique. C'est un essai ouvert. Le but, c'est-à-dire la différence, les différentes phases, c'est la réalisation, le nombre et les objectifs. Pour la première phase, c'est étudier la tolérance. Si le patient tolère ou pas cliniquement et biologiquement le médicament et déterminer la dose maximale tolérée par l'homme. Étudier les propriétés pharmacodynamiques et planifier les essais cliniques. Un essai pilote, une phase 1, c'est pas la même chose. Un essai pilote, on le fait pour savoir c'est quoi les problèmes qu'on va rencontrer si on organise une phase 1. Un essai pilote, c'est comme si, par exemple, une soutenance, une pré-soutenance. C'est un pré-essai, en quelque sorte. C'est pour voir un essai pilote. On ne l'inclut pas dans l'étude. C'est pour voir et mettre en évidence les points ou bien les problèmes qu'on devrait s'attendre, à quels on devrait s'attendre lors de l'organisation de l'essai clinique. Pour la phase 2 et phase 3, il est nécessaire de faire la phase